Voilà, ben écoutez, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Comme expliqué, Isabelle et moi allons procéder à deux voix, en espérant que cela soit même moins pénible pour vous que ma voix monocorde. Alors, l'exposé est initialement centré sur l'Auvergne, mais les Rhône-Alpins ne seront pas oubliés et j'espère qu'ils en tireront des enseignements utiles pour leur région, du moins pour leur département. Tout au long de l'exposé, vous verrez des textes encadrés qui vont apparaître, mais concentrez-vous sur le son, les images, les graphes et les bulles. Les textes entourés sont là uniquement pour vous faciliter une éventuelle future lecture du diaporama et éventuellement vous permettre de reprendre le fil ou de vérifier un chiffre que vous n'auriez pas forcément bien entendu. Alors évidemment, lorsque nous parlons de changement climatique, nous pensons immédiatement à la température. Et c'est évidemment le bon réflexe. Alors certes, il existe d'autres conséquences de cette élévation de température, en particulier un changement drastique de la distribution, de la répartition temporelle et de la quantité des précipitations. Mais il y a aussi beaucoup d'autres conséquences, notamment la fonte des glaces, les incendies et les glissements de terrain. Tous ces phénomènes extrêmes qui font la une des médias et nous réveillent régulièrement de notre torpeur estivale ne sont que la conséquence de l'accumulation d'énergie dans l'atmosphère et surtout, comme on le verra, dans les océans. Cette accumulation est la conséquence des températures moyennes, jour après jour, mois après mois, année après année. Et c'est donc naturellement que nous allons commencer par l'aspect température, tant il y a à dire, ce qui signifie que nous discuterons une autre fois de la question plus complexe des perturbations du cycle de l'eau. De même, nous effleurerons ce soir les conséquences pour la faune et la flore que nous traiterons plus en détail une autre fois. Alors, tous ces phénomènes extrêmes qui parfois nous saisissent d'effroi, ce sont des drames humains, bien sûr, mais aussi des drames pour la faune et la flore sauvage, des drames pour les habitats naturels et des menaces pour les écosystèmes. Et alors, quand nous parlons d'écosystèmes, on ne parle pas de l'alliance louable, certes, entre un meunier, un boulanger et un livreur à vélo, mais nous parlons bien de l'écosystème marin, de l'écosystème amazonien, de l'écosystème des forêts boréales. Alors, face à ces catastrophes à répétition, bien sûr, notre réflexe, c'est il faut faire quelque chose, et très vite. Alors, certainement, oui, mais quoi? Avant de se poser les questions quoi faire, quelles solutions mettre en œuvre, il faut d'abord poser le diagnostic. Il faut mettre en évidence quelques ordres de grandeur de l'intensité, de la généralité, de l'étendue et de la persistance dans le temps du danger. Il faut aussi se mettre d'accord sur le sens des données d'anomalie de température que nous recevons. Plus 1,15 degré C de réchauffement pour le GIEC, plus 0,6 au-dessus des normales pour Météo France, plus 1,9, plus 2,6 pour un climatologue ou l'autre. Quelle année de référence? Sur combien d'années la température est-elle moyennée? C'est bien souvent le flou artistique le plus total. Alors, pour comprendre ce qui nous arrive au Puy ou à Valence, il faut commencer par regarder ce qu'il se passe de façon très synthétique au niveau de la Terre et du globe. Alors pour cela, nous disposons de données de l'excédent de température depuis le début de l'ère pré-industrielle, données qui sont régulièrement publiées par l'Institut américain d'études océanographiques et atmosphériques, le NOAA, qui est une des références en la matière, une référence mondiale. Alors nous avons modifié légèrement le graphe initial du NOAA pour en faciliter la lecture, sans modifier en quoi que ce soit la dynamique et l'ampleur des évolutions. Nous avons aussi lissé les données par moyenne mobile sur 5 ans, comme le fait le GIEC, en conservant la donnée brute juste pour la dernière année. Enfin, nous avons fait coïncider, c'est ce que vous montrent les deux flèches bleues, les 3 séries
du globe, la série du globe, la série des terres émergées et la série océans et mers, tout ça pour avoir une valeur nulle d'anomalie durant l'ère pré-industrielle. Dès lors, le réchauffement des océans est de l'ordre de 0,7 degrés. Celui du globe est de l'ordre de 1,1 degré. Et pour les terres émergées, c'est-à-dire ce que nous, humains, nous ressentons en moyenne sur Terre, le réchauffement est de l'ordre de 1,9 à 2 degrés. Le consensus mondial des 6 plus grands organismes indique un réchauffement global plutôt de 1,2 degré, mais les données NOAA ont le grand mérite d'être cohérentes entre elles pour les 3 séries. Alors, la surface des océans représentant 71% de la surface du globe, la température du globe est bien sûr fortement influencée par la température des océans, et donc elle représente mal la température des terres émergées. Pourtant, c'est bien la température du globe qui est prise en compte dans les négociations du GIEC. Lorsque l'on parle des fameux 1,5 ou 2 degrés, ce n'est pas la température que vous subissez dont on parle, mais la température du globe, largement dépendante de la température des océans. Le GIEC, NOAA, Copernicus, prenant comme valeur de réchauffement la température moyenne de la dernière année, moins la valeur de l'ère pré-industrielle, nous allons procéder largement de la même manière dans la suite de l'exposé, avec notamment, comme l'a dit Isabelle, un lissage des données sur 5 ans. Alors, nous avons vu que les océans, les terres émergées et le globe ne se réchauffent pas de la même manière, à la même vitesse. Mais que dire de la France et de l'Europe de l'Ouest en général? Pour le savoir, nous allons faire appel à l'indicateur thermique national. L'indicateur thermique national est une simple moyenne des températures de 30 villes françaises, celles qui sont entourées d'un rond rouge. Par exemple, ici. Pour notre analyse, nous allons aussi rajouter 16 stations. 3 autres villes sur les côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, Dunkerque, Quimper, Biarritz, en plus de Brest et Caen. Nous allons aussi nous intéresser à quelques villes à climat méditerranéen, des villes dans la vallée du Rhône au sens large, des villes auvergnates, en plus de Clermont. Ne disposant pas de longues séries de données pour la plupart des villes des Alpes, nous allons faire appel à nos amis suisses pour constater ce qu'il se passe dans le nord des Alpes. Cela nous permettra en outre de valider notre démarche avec un autre pays. Pour le sud du Massif central, nous ferons appel au Mont-Aigoual. Enfin, pour le fun, nous irons voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la Méditerranée, à Tanger et Tunis. Bref, nous allons faire une analyse assez large, mais encore bien trop grossière pour évoquer ce qui se passe, bien sûr, dans votre jardin ou votre aire protégée préférée. Alors, que nous dit l'indicateur thermique national calculé sur 30 villes par Météo France? Officiellement, l'indicateur thermique national est donné depuis 1930, cette partie-là. Nous avons pu le prolonger jusqu'au début du siècle à partir de données du ministère de l'Écologie. Nous avons vérifié que le recalage des 2 séries était parfaitement cohérent avec les données suisses disponibles depuis 1850, la référence du GIEC, et les données mondiales. Alors, où en était-on fin 2022 pour l'ITN par rapport, non exactement à l'ère pré-industrielle, mais par rapport au début du XXe siècle? En fait, ces 2 valeurs, l'ère pré-industrielle et le début du XXe siècle, sont très proches. Et donc, le début du XXe siècle constitue une approximation satisfaisante du réchauffement pour la France. Eh bien, en moyenne, en France, le réchauffement en 2022 était de plus 3 degrés C. Il s'agit bien de la température 2022 comme point final non lissé, moins la valeur pré-industrielle estimée, c'est-à-dire la même procédure que le GIEC. Attention, Météo France donne souvent des données depuis la moyenne 1961-1990, moyenne déjà 0,3 degrés C
au-dessus du début du XXe siècle. Alors, ce niveau d'anomalie de 3 degrés C peut paraître élevé. En effet, il est fortement influencé par l'année 2022 qui, vous voyez, a fait un véritable bond. Néanmoins, ce point 2022 n'apparaît pas totalement aberrant au regard de la pente des 10 dernières années. Alors, on va faire un zoom sur le cercle noir, c'est-à-dire sur ces 10 dernières années. Alors, quelle est la pente d'accroissement des températures ces 10 dernières années? Là, on a procédé par une simple régression linéaire pour calculer la pente moyenne durant ces années. Et ça nous donne la vitesse de réchauffement. La dynamique est de 1,2 degrés par décennie pour la France. Vous voyez ici ce coefficient, pratiquement 0,12. Ça, c'est l'élévation de température moyenne pour une année, multiplié par 10 ans, ça fait 1,2 degrés par décennie. Chaque 10 ans, en ce moment, la température se réchauffe de 1,2 degrés. La prise en compte intégrale du dernier point surévalue peut-être un peu le réchauffement de 0,4 degrés C maximum. Mais en fait, la pente tend à se redresser. En effet, si la pente des 10 dernières années est de 1,2 degrés C par décennie, la pente des 20 dernières années n'est que de 0,7 degrés par décennie. Vous voyez donc à quel point il y a une accélération fulgurante. Pour tenir compte de cette accélération, on peut faire passer non pas une droite par les points, mais un simple polynôme, ça donne un peu de courbure, qui montre que 2022 n'a rien de totalement anormal. Peut-être au plus une fluctuation un peu au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, le même risque de fluctuation est totalement admis par le GIEC, ils font exactement la même chose. De toute façon, la fluctuation, s'il y a, sera vite absorbée par la dynamique de réchauffement, c'est-à-dire par la vitesse d'augmentation des températures. Alors, les données 2023 permettront de préciser, mais Copernicus est assez pessimiste pour l'année en cours. Il est très probable que la valeur de 3 degrés de réchauffement depuis l'ère industrielle sera la norme dans les 5 ans à venir, en moyenne, en France. Alors, comment se situe la France et donc l'indice thermique national par rapport au reste du monde? Nous avons recalé les origines des deux séries de mesures sur l'époque pré-industrielle par une simple translation verticale pour avoir une comparaison plus visuelle, ce qui ne change rien ni à la vitesse ni à l'ampleur de l'évolution. Alors évidemment, les données mondes, c'est la courbe bleue, sont moins bruitées, ce qui est normal du fait d'une moyenne sur un plus grand nombre de sites et de stations météo. Les terres émergées mondiales et la France semblaient jusqu'en 1985 suivre des courbes assez similaires. Depuis cette période, la France et l'Europe semblent se réchauffer plus vite que le reste des terres émergées. À noter que ces 3 dernières années, le globe a été soumis à un phénomène, la Niña, c'est-à-dire à un refroidissement relatif. 2023 et 2024 seront, elles, soumises à El Niño, un réchauffement relatif, ce qui pourrait montrer un resserrement entre la courbe monde et l'ITN. On verra. Copernicus anticipe aujourd'hui une anomalie pour le globe aux alentours de 1,4 degrés pour 2023. Copernicus, on ne vous l'a pas dit, c'est le service européen de suivi du réchauffement climatique. Alors, annoncer un réchauffement de l'ordre de 3 degrés C pour l'indice thermique national depuis le début du siècle peut paraître très surprenant au vu des communiqués émanant en général de Météo France. En fait, Météo France, en général, annonce un réchauffement moyen de la France de l'ordre de 1,8 à 1,9 degrés C. Alors, d'où vient cette divergence? Eh bien, certainement pas des données de base, puisqu'a priori, ce sont les mêmes, les données de Météo France. Mais ça vient de leur interprétation. Le réchauffement est tellement rapide depuis 10 ans que prendre la température de la dernière année, ce que nous faisons ici, ou la moyenne des 10 dernières années, change radicalement la lecture de la réalité.
D'un côté, on trouve un réchauffement de 3 degrés C, de l'autre, un réchauffement de seulement 2,1 degrés C pour la moyenne sur 10 ans. De plus, Météo France ne donne jamais le réchauffement depuis l'ère pré-industrielle, mais comme on l'a déjà dit, depuis la moyenne 1961-1990. Alors, ça conduit à une nouvelle minoration du réchauffement qui devient 2,1 moins 0,3 degrés, en gros 1,8 ou 1,9, c'est bien ce que nous annonce Météo France. Alors, pire encore, si nous appliquions les recommandations des climatologues, c'est-à-dire de faire une moyenne sur les 30 dernières années, l'évaluation du réchauffement serait totalement sous-estimée puisqu'on trouve un réchauffement de seulement 1,6 degré, presque la moitié de ce qu'on constate fin 2022. Alors, qui croire? Ce qu'on vous propose ou ce que propose Météo France? Évidemment, il faut croire Météo France, c'est eux les spécialistes du climat, bien sûr. Mais il faut les croire quand on lit consciencieusement leur communiqué, et surtout lorsque notre organisme national se rapproche des méthodes du GIEC. On va voir comment. Comme je suis attentivement leurs publications, je n'ai pas raté un communiqué de Météo France sur leur page d'accueil du 7 juillet 2023. Ce jour-là, Météo France inaugure, c'est la photo que vous voyez, au Mont Aigoual, le centre d'interprétation du réchauffement climatique, une superbe initiative qu'il faut saluer et encourager. Si on avait d'autres centres comme ça en France, ça serait merveilleux. Ce qui est amusant, c'est le texte du communiqué qui accompagne cette photo. Je lis. On voit aussi que, comme partout en France, l'année 2022 a été la plus chaude jamais observée. Mais qu'ici, au Mont Aigoual donc, son caractère exceptionnel l'est plus qu'ailleurs, puisque la température moyenne a dépassé de plus 3,5 degrés les valeurs normales de référence de la période 1961-1990, période qui correspond au début de l'accélération du réchauffement climatique. Au niveau national, l'écart avec les mêmes références n'a été que de 2,7 degrés. Alors, mesurer depuis le début de l'accélération, c'est un peu étrange, mais bon, admettons. En fait, comme nous l'avons vu, il faut rajouter 0,3 degrés avant le début de la dite accélération, soit au total 2,7 plus 3 degrés pour l'indice thermique national depuis le début du siècle. Et donc, on est tout à fait d'accord, on lit bien exactement les mêmes choses. Et par la même occasion, eh bien, le réchauffement de l'Aigoual en 2022 a été de plus 3,8 par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, Météo France a bien le droit de faire les moyennes qu'elle veut, il n'y a aucun souci. Il faut juste préciser ce que l'on fait. Et dans le cas particulier du Mont Aigoual, il le précise de façon très nette. Et donc, merci à eux. Malheureusement, c'est un peu exceptionnel. En fait, ce qui serait vraiment satisfaisant, c'est que Météo France se décide à fixer la valeur de l'ITN par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le GIEC, et qu'on le donne tous les jours le niveau d'anomalie par rapport à cette référence historique, dorénavant inamovible. Un simple recalage permettrait d'avoir le niveau d'anomalie ville par ville au bulletin régional. Et donc, ça ne bougerait pas. La pire des choses, c'est peut-être la notion scientifiquement discutable de normale saisonnière, sachant que la normale est une moyenne effectuée sur 30 années et glissante tous les 10 ans. Bref, tous les 10 ans, on casse le thermomètre au sens propre comme au sens figuré. Le réchauffement moyen de la France est autour de 3 degrés. Mais est-ce le cas partout sur le territoire? Au niveau mondial, les mers et océans se réchauffent nettement moins vite que les terres émergées. Alors, l'océan joue-t-il en France un rôle de climatiseur et de modérateur de la vitesse de réchauffement? Et ce climatiseur est-il aussi efficace partout? Regardons ville par ville ce qui se passe en France. Alors maintenant, nous nous intéressons à l'ITN en général, c'est la courbe orange en gras, mais donc aussi aux 45 villes françaises, c'est l'ITN élargi dont on vous a parlé un petit peu en amont.
Alors malheureusement, toutes les stations ne sont pas documentées depuis 1900. D'ailleurs, aucune en France ne l'est depuis 1850. Pour la plupart des stations, les données ne sont connues numériquement que depuis 1973. Donc, il faut bien faire avec. Évidemment, les températures annuelles moyennes sont très différentes d'une ville à l'autre, et ceci indépendamment du réchauffement climatique. Perpignan, ville située plus au sud et à plus basse altitude, apparaît globalement plus chaude que Paris, plus au nord, ou que Bourg-Saint-Maurice, qui est à une altitude de 865 mètres. C'est tout à fait normal. Nous verrons plus tard comment nous pouvons nous affranchir des effets altitude et latitude. Pour ce soir, nous n'allons pas étudier toutes les stations, mais aller assez vite à la conclusion principale. Que se passe-t-il pour les 4 villes les plus caractéristiques du climat continental et que se passe-t-il pour les 5 villes à climat océanique typique? Comment se réchauffent les villes typiquement continentales par rapport à la moyenne nationale représentée par l'ITN? Afin de comparer la vitesse de réchauffement climatique des différentes villes par rapport à l'ITN, nous faisons coïncider les moyennes de la période 1974-1983 des différentes villes et nous la faisons coïncider donc avec la moyenne de la même période pour l'ITN. Et ceci par simple translation, ce qui annule l'effet latitude, altitude et microclimat local. Alors, on insiste un peu lourdement, une simple translation ne change rien à la dynamique, c'est-à-dire à la vitesse de réchauffement. Nous choisissons pour moyenne et domaine de recalage 1974-1983, faute de mieux. On aurait bien aimé recaler un petit peu avant, mais comme peu de villes possèdent des données avant 1974, on est bien obligé de faire avec. De plus, en 1974, le réchauffement moyen de la France demeurait raisonnable et les différences de cinétique avaient un effet probablement négligeable sur le réchauffement local. Le trait bleu représente finalement la moyenne commune et les flèches rouges symbolisent ce recalage par simple translation. Alors, cette procédure montre que les villes situées loin des côtes, abritées des influences océaniques par au moins une chaîne de montagnes, villes situées généralement à l'est, se réchauffent significativement plus vite que l'indice thermique national. Strasbourg, plus 0,32, Clermont, plus 0,5, Lyon, plus 0,4, Besançon, plus 0,4. Alors, les écarts peuvent sembler assez faibles, hein, plus 0,4, plus 0,7, mais nous allons voir qu'ils sont significatifs. D'ailleurs, si nous observons maintenant les villes à climat typiquement océanique, nous constatons la tendance exactement inverse. La même procédure montre, à contrario, que les villes situées sur les côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord se réchauffent significativement moins vite que l'indice thermique national. Et là, on peut enregistrer des écarts assez importants. Par exemple, Brest a un déficit de réchauffement, si je puis dire, de moins 0,9, Caen de moins 0,8, Dunkerque moins 0,5, Quimper moins 0,6, Biarritz moins 0,6. Les écarts sont vraiment significatifs. Finalement, pour bien montrer la significativité des écarts, nous allons comparer directement Clermont et Brest en recalant les moyennes, toujours entre 73 et 84. Clermont d'un côté et Brest de l'autre semblent être les extrêmes en France en termes de dynamique. Clermont s'est réchauffé de plus 3,3 degrés, alors que Brest ne s'est réchauffé que de 2 degrés. L'écart est spectaculaire et n'a rien d'anecdotique, d'autant que la divergence des cinétiques de réchauffement a démarré avant 1973. En valeur absolue, il faut rajouter de l'ordre de 0,3 degrés, le réchauffement moyen de la France avant 1973. Donc, pour Clermont, ce réchauffement serait plutôt de plus 3,6 degrés depuis l'ère pré-industrielle et plus 2,3 degrés pour Brest.
Continuons avec ces deux villes, mais cette fois sans recalage, en comparant directement les valeurs enregistrées. Clermont, ville plus fraîche que Brest avant 1985, est aujourd'hui significativement plus chaude en 2022. Alors attention, hein, ceci est vrai en moyenne annuelle, mais pas en hiver, bien évidemment. Plus remarquable encore, la température moyenne annuelle de Clermont en 2022 a été nettement supérieure à celle de Biarritz en 1973. Biarritz, qui est une ville océanique, et ceci malgré une différence entre les deux villes de 270 mètres d'altitude et de 260 km de latitude. En valeur absolue, Clermont se rapproche de Biarritz. Évidemment, l'océan qui ne s'est réchauffé en moyenne sur le globe que de 0,7 degrés joue pour l'instant le rôle de climatiseur. Et ce rôle est fortement atténué en climat continental. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment le réchauffement des océans modifiera-t-il ou pas ces différences de dynamique à l'avenir? Petit rappel aussi, attention, même température annuelle moyenne ne signifie pas même climat. La pluviométrie continue de distinguer les trois villes. Et ailleurs en Auvergne, 4 villes auvergnates sont bien documentées: Vichy, Clermont, Le Puy et Aurillac depuis 1983. Vichy suit globalement l'indicateur thermique national. Le Puy, la courbe noire, est assez proche de Clermont-Ferrand, surtout ces dernières années. Et il semble bien qu'Aurillac, climat le plus océanique de la région, courbe mauve, se réchauffe moins vite, surtout avant 2022. Vous voyez ici, en 2021, les écarts sont vraiment très significatifs. Et puis, en 2022, Aurillac s'est considérablement réchauffé. Nous essayerons d'expliquer ce phénomène plus tard. Et Montluçon et Moulins. Nous disposons de trop peu de données pour Montluçon, mais cette ville a une situation géographique intermédiaire entre Vichy et Bourges, deux villes qui sont présentes dans l'ITN. Vichy et Bourges sont très proches de l'indice thermique national. Nous pouvons sans grand risque supposer la même tendance pour Montluçon. Nous disposons également de trop peu de données pour Moulins, mais sa situation géographique est intermédiaire entre Vichy et Nevers. Vichy et Nevers sont aussi très proches de l'ITN, qui est représenté ici toujours par la courbe rouge. Donc pour simuler Moulins, on peut imaginer une moyenne entre Vichy et Nevers. Nous pouvons présumer sans grand risque la même tendance pour Moulins et Montluçon que pour Vichy, Bourges et Nevers. Ces villes sont toutes situées hors climat d'abri, près du centre géographique de la France, et suivent logiquement l'ITN. Et la vallée du Rhône et Rhône-Alpes. On pense à nos amis rhône-alpins. Alors, on va d'abord regarder la vallée du Rhône un peu élargie, puisque l'on va conserver un moment Clermont-Ferrand comme référence. Mais on reviendra dans la vallée du Rhône au sens strict dans un instant. Regardons d'abord les valeurs brutes non recalées par translation. La moyenne annuelle 2022 de Bourg-Saint-Maurice, courbe du bas. Bourg-Saint-Maurice, c'est 870 mètres d'altitude et la latitude de Lyon. Donc, la valeur moyenne 2022 de Bourg-Saint-Maurice est proche de celle de Montélimar, courbe verte, altitude 80 mètres au début du siècle. Clermont-Ferrand, courbe rose, 330 mètres d'altitude, est plus chaud que Montélimar, altitude 80 mètres et 140 km plus au sud, en 1980 et toute la période précédente. Clermont-Ferrand montre une moyenne annuelle 2022 des températures proche de celle des années 1960 pour Orange, la courbe orange bien sûr, altitude 40 mètres. Et enfin, Clermont-Ferrand présente une moyenne annuelle 2022 proche de celle de Marseille, courbe rouge, altitude 5 mètres avant les années 1950. Alors ça, c'est la comparaison directe,
Maintenant, est-ce que les dynamiques d'évolution des températures sont toutes identiques le long de la vallée du Rhône? On va faire une translation pour mieux percevoir les écarts. Voici le résultat de la translation pour mettre en évidence donc ces écarts. Il semble comme ça, a priori, à la limite de la significativité. Néanmoins, Orange semble se réchauffer moins vite que Montélimar et Montélimar moins vite que Lyon. Pour Annonay, Valence, Aubenas et probablement Privas, vous pouvez interpeller sans grand risque. C'est bien le classement que l'on attend en supposant un rôle de climatiseur pour la Méditerranée. Mais la Méditerranée semble un piètre climatiseur. Regardez, alors que les écarts étaient très significatifs jusqu'en 2021, l'année 2022 montre un bond très important pour les villes du Sud. On avait déjà remarqué la même tendance pour Aurillac. Alors, est-ce que quelque chose de particulier s'est produit en Méditerranée en 2022 qui pourrait expliquer ce phénomène? Alors, pour répondre à cette question, on va faire appel au service de Copernicus. Copernicus nous fournit ici une carte de la Méditerranée occidentale. 2022 a été marqué par une canicule méditerranéenne extrêmement intense et longue. On est ici le 5 août 2022. À 50 cm de profondeur, l'eau de mer était à 27 degrés sur l'ensemble de la Côte d'Azur et plus particulièrement du côté de Nice. Toujours à 50 cm de profondeur, la température marine était de 29,3 degrés à l'est de la Corse et 30 degrés au large de la Sardaigne. Alors on peut voir une chose remarquable, c'est le point le moins chaud qui était au droit du delta du Rhône. Le Rhône et surtout la fonte des glaciers alpins servent de climatiseur à la Méditerranée. Mais pour combien de temps aurons-nous assez de glace à fondre dans les Alpes? J'attire aussi votre attention sur l'échelle des couleurs qui va donc de 20 bleu à 30 degrés le rouge. On va maintenant élargir la carte, toujours sur une carte de Copernicus, pour le 18 août. On est toujours à 50 cm de profondeur et on a le même code couleur. On note 29,7 degrés aux Baléares, 30 degrés en mer au large de la Tunisie. Nous pouvons voir maintenant aussi que les côtes sud de l'Espagne et nord de l'Algérie sont tempérées par le courant du Gibraltar. Mais on peut également remarquer les températures dans le golfe de Gascogne à 24 degrés au large de Biarritz, très au large. Alors maintenant, on va changer l'échelle des températures. On est maintenant de 16 à 24 degrés. Toute la Méditerranée est saturée au-dessus de 24 degrés C. Et on voit que l'incendie se propage largement dans une bonne partie de l'Atlantique Ouest. Le climatiseur atlantique lui-même donne des signes de faiblesse pour la côte basque et Bordeaux, et ça se répercute probablement jusqu'à Aurillac. Encore plus inquiétant, si on garde la même échelle et qu'on mesure la température non plus à 50 cm, mais à 20 mètres de profondeur, elle est encore de 27 degrés entre la Sardaigne et les Baléares, pratiquement 22 degrés au large de la Côte d'Azur. Et l'été 2023 n'a pas été meilleur. S'il s'agit d'une simple fluctuation d'une année sur l'autre, la fluctuation commence à devenir un peu longuette. Juin 2023, canicule océanique généralisée dans l'Atlantique. On va abandonner les belles représentations de Copernicus pour regarder une autre façon d'exprimer les canicules marines, celle de NOAA. L'échelle des couleurs est en bas, vous voyez, maintenant, le jaune, c'est pratiquement pas de réchauffement, et le noir, c'est un réchauffement de plus de 5 degrés. Au large des Pays-Bas, un point noir, donc plus de 5 degrés C d'anomalie. Oups! Dans le golfe de Gascogne, plus 4 degrés C d'anomalie, de même au large de l'Irlande et dans l'est de la Grande-Bretagne.
L'incendie remonte très au nord. Vous voyez ici, c'est les Shetland, et il va pratiquement jusqu'en Islande maintenant. Et oui, les climatiseurs montrent des signes de faiblesse. Conséquence, ce sont Orange, Aurillac et Bordeaux qui se sont réchauffés le plus rapidement en 2022, contrairement aux 2 décennies précédentes. En fait, ces villes, tout simplement, rattrapent leur retard par rapport à Clermont et Lyon parce que l'Atlantique et la Méditerranée ne contribuent plus à les refroidir. Alors, à force d'accumuler de l'énergie, mois après mois, année après année, dans les océans et en Méditerranée, eh bien, on finit avec des phénomènes extrêmes que vous connaissez. Quelques exemples. 18 morts le 2 octobre 2021 dans la vallée de la Roya. 180 morts en Allemagne en 2021. Médicène et des milliers de morts en Libye le 12 septembre 2023. 15 morts en Grèce en 2023. 45 millions d'enfants déplacés en 2022 du fait du changement climatique. Ce sont des données de l'ONU. 1500 km² brûlés en Grèce en 2023 et un parc national rayé de la carte, le parc national de Dadia. Et combien d'animaux avec? Où nichera l'an prochain la plus grande colonie de vautours-moines d'Europe? Un autre grand climatiseur s'affaiblit. Ici, nous avons les données des 6 plus importants organismes qui font consensus sur le climat. On observe une anomalie de plus 1,2 degré de réchauffement pour le globe. En comparaison, les terres émergées de l'Arctique se réchauffent beaucoup plus vite, plus 3,1 degrés en 2022. Ce sont bien les vents du nord-est qui balayent les terres de l'Arctique qui conduisent au refroidissement de l'hiver de l'Europe en hiver. Moins de refroidissement en hiver venant de l'Arctique, moins de refroidissement en été par l'Atlantique et la Méditerranée. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe en montagne. Les stations d'altitude sont rares, en particulier celles fournissant des données sur une longue durée. Le mont Aigoual fournit des données quasiment continuellement depuis 1935 et il constitue donc le meilleur site d'analyse. Le mont Aigoual est exactement à la même latitude qu'Orange, quasiment à la même distance de la Méditerranée. Pour mémoire, l'altitude du mont Aigoual est de 1567 mètres et celle d'Orange de 44 mètres. On voit sur ce graphe, après recalage, vous commencez à être habitué à nos recalages de courbes, que le mont Aigoual se réchauffe significativement plus vite qu'Orange. Alors, est-ce général ou propre à la moyenne montagne? Que se passe-t-il plus au nord dans les Alpes, loin de la Méditerranée et de l'Atlantique? Alors évidemment, si quelqu'un pouvait nous fournir des données sur une longue période pour le Sancy, le Puy-de-Dôme, ou quelque part vers 3000 mètres, par exemple pour les Écrins ou la Vanoise, eh bien, ça serait merveilleux. Alors, ma foi, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et donc, faute de mieux dans le nord des Alpes, nous allons faire un tour en Suisse. Et nous allons observer leurs mesures de température, de qualité horlogère, ça va de soi. Cela nous donnera une bonne idée de ce qui doit se passer en Haute-Savoie et en Savoie. Les Suisses, pour de très nombreuses stations, disposent de données continues et homogénéisées depuis 1864. Observons ce qui se passe à Genève, 411 mètres d'altitude, Sion, en gros 500 mètres d'altitude, Greshon un peu plus au nord et à l'est à 1600 mètres d'altitude, et le col du Grand Saint-Bernard à pratiquement 2500 mètres d'altitude. Pour le sommet de la Jungfrau, les Suisses disposent de données depuis 1932. Vous voyez ici 1932. Un rêve évidemment inaccessible chez nous. La Jungfrau, c'est ce piton totalement entouré de glaciers représenté sur la photo. Alors, on va faire le recalage habituel pour essayer de voir comment évoluent les différentes stations les unes par rapport aux autres. Mais cette fois-ci, on a de la chance puisque
on peut recaler les courbes sur la moyenne pré-industrielle réelle de 1864 à 1900, comme le fait tout à fait exactement le GIEC. Alors, quelles sont les anomalies qui apparaissent par rapport à l'ère pré-industrielle? Genève, réchauffement plus 3,8, vous voyez. Sion, plus 3,9. Greshon, encore un peu plus à l'est, plus 4,1. Le Saint-Bernard, plus 3,8. La Jungfrau, plus 3,4. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le climat à Genève et à Greshon apparaissent logiquement encore plus, le climat apparaît encore plus continental qu'à Lyon et à Clermont-Ferrand. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas d'effet évident d'amplification en haute montagne. Il y a la Jungfrau, évidemment, le site avec la plus faible anomalie, la plus faible dynamique avant le Saint-Bernard, et pourtant la Jungfrau est de très loin le site le plus élevé. En revanche, il y a un effet possible en moyenne montagne, effectivement, Greshon comme l'Égual aux alentours de 1600 mètres, ce qui personnellement ne me surprend pas, mais je n'ai pas le temps de proposer une interprétation, peut-être durant les questions. Donc, on a vu qu'en fait, la situation française n'a absolument rien d'anormal, hein. Les Suisses mesurent exactement la même chose que nous, en un peu plus exagéré, car la Suisse a un climat un peu plus continental. Donc, plus 3,6 degrés à Clermont-Ferrand, plus 3,8 à l'Égual, plus 4,1 à Greshon. Et cela en une centaine d'années. Alors, concrètement, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? On va regarder ça sous deux angles. On va regarder sous un angle géographique, on va le regarder ensuite sous un angle historique. Au niveau géographique, on va se poser la question suivante. À quoi correspond une élévation de température de 1 degré C en latitude et en altitude? Au niveau historique, on va se demander combien de temps a-t-il fallu pour réchauffer la Terre de 1 degré à la fin de la dernière glaciation. Pour évaluer ce que représente 1 degré C en termes de latitude, nous allons rechercher des données anciennes alors que le réchauffement n'avait pas encore trop d'effet. Nous déduisons de ces cartes les températures moyennes par département en 1965 et en 1995. Nous cherchons deux départements situés en gros à la même altitude, c'est-à-dire au niveau de la mer, et les plus distants possibles, à savoir on a choisi les Bouches-du-Rhône et le département du Nord. En 1965, l'écart de température moyen durant l'année entre ces deux départements était de 3,9 degrés et de 4,2 en 1995. Bref, en moyenne, environ 4 degrés C pour une différence de latitude de 850 km, et donc on obtient une valeur de 210 km de glissement vers le sud chaque fois que la température s'élève en France de 1 degré C. Alors, au départ, j'ai trouvé cette valeur extraordinairement importante, et donc j'ai voulu regarder à plus grande distance. Et donc, une vision plus large est donnée par ce graphe. On voit ici les variations de température depuis Oslo jusqu'à Séville, en passant par des villes qui sont toutes des villes de basse altitude et relativement proches ou pas trop éloignées de la mer. Quand on regarde la courbe, la pente ici, en rouge, on trouve finalement un résultat de 185 km par degré C. Donc 185 km par degré C à grande distance, 210 pour la France. L'ordre de grandeur raisonnable retenu, c'est 200 km de glissement de latitude vers le sud par degré de réchauffement. Et donc, c'est une approximation tout à fait acceptable. Par ailleurs, il est en général admis qu'1 degré correspond à une montée des isothermes de 165 mètres. Alors, ça peut varier un peu avec les saisons et l'humidité de l'air,
mais c'est une moyenne représentative. Recalé en latitude et en longitude par simple translation, calculée cette fois avec ses coefficients de 1 degré pour 200 km et 1 degré pour 165 mètres, les températures des villes tendent à converger, au moins avant le début du réchauffement. Il reste cependant des effets de microclimats locaux. En mémoire, donc, la courbe en gras correspond toujours à l'IT. 200 km par degré, n'est-ce pas un peu exagéré? Tunis est à une latitude de 720 km au sud de Marseille. Tanger, influencé par l'Atlantique, est à une latitude de 800 km environ au sud de Marseille. Marseille a eu en 2022 une température annuelle de l'ordre de celle de Tunis et Tanger dans les années 80 et assurément dans les années 50. Marseille s'est réchauffée de 3 degrés ou plus depuis 1950. 3 fois 250, on obtient 750 km. Il est donc possible qu'un degré corresponde par endroit à une dérive des continents de 250 km vers le sud. À noter que Tanger, influencé par l'Atlantique, se réchauffe moins vite que Tunis, ce qui est normal. Attention, encore une fois, même température ne signifie pas nécessairement même climat. Bon, vous voyez, il ne faut pas paniquer. Vous n'en êtes pas là. Mais si vous persévérez, vous avez toutes vos chances. Les failles de la Limagne sont-elles en train de se réactiver? Voilà une question bizarre. On pourrait le croire si on affecte l'effet de la température, par exemple une élévation de 1 degré C, non à un glissement vers le sud de 200 km par dérive des continents, mais à la remontée des isothermes, c'est-à-dire l'équivalent d'un enfoncement ou d'une érosion de 165 mètres. Pour chaque élévation de température de 1 degré C, on descend de 165 mètres. Comme j'ai dit, ce coefficient peut varier un peu avec la saison et l'humidité de l'air, en particulier lorsqu'il y a des inversions de température en hiver. On connaît bien ça à Clermont et probablement à Grenoble. Alors, l'échelle montre cette variation. Si on fait apparaître une coupe altitudinale de la chaîne des Puys et que cette coupe démarre en plaine, en Limagne, à Rion ou à Aulnat, elle passe par le pied de la faille de la Limagne, monte au col des Goules, au Pariou, au sommet du Puy-de-Dôme, pour redescendre vers le col de la Ventouse, par exemple. Ici, on fait apparaître les températures réelles et l'altitude zéro, évidemment, donne le niveau de la mer, c'est évident. Avec 3,5 degrés de réchauffement, le Puy-de-Dôme est virtuellement, j'insiste, descendu de 580 mètres, un peu au-dessous du col des Goules. Il culminerait virtuellement à 890 mètres. Dès que nous aurons atteint 5 degrés C de réchauffement, à la vitesse où ça va, c'est dans 15 ans au plus, on descendrait virtuellement de 825 mètres et le Puy-de-Dôme culminerait royalement vers 640 mètres, une grosse colline, au niveau de la faille de la Limagne. Et bien entendu, les Clermontois se seront mis à la plongée sous-marine. C'est un peu théorique et exagéré tout ça. Ben moi, ça me parle, malheureusement. Un petit tableau noir, mais vraiment très noir, pour vous donner une idée pour d'autres sites. Les Rhône-Alpins pourront faire l'exercice pour la Dent Parachée, la Meije, le Pilat. Chacun peut imaginer les conséquences pour la flore et la faune de montagne, d'autant que plus on monte en altitude, plus le domaine viable pour une espèce se réduit en surface comme peau de chagrin. Et finalement, pour Clermont-Ferrand, nous serions virtuellement à moins de 156 mètres avec 3,5 degrés de réchauffement si nous affectons évidemment tout l'effet du réchauffement à une variation d'isotherme, donc à une érosion ou un enfoncement de la chaîne des Puys dans la Limagne.
Allez, encore un effort et vous allez battre virtuellement le record mondial de dépression. Moins 434 mètres, la mer Morte. C'est bon, je plaisante, zen. Comme l'impression que le monde s'enfonce. Record de dépression? Tu m'étonnes qu'il soit un peu éco-anxieux. Une autre question importante pour évaluer l'impact est celle de la vitesse du réchauffement au regard de la capacité de réaction et d'adaptation des espèces. Il y a 20 000 ans, il y avait la toundra arctique sur les plateaux au-dessus de la grotte de Lascaux. Réchauffement de la période post-glaciaire, 5 degrés en 17 000 ans. Réchauffement actuel de Clermont-Ferrand, 3,5 degrés en 120 ans. Et projection probable, bien plus de 5 degrés, assurément, bien avant 170 ans. C'est juste 100 fois plus rapide, juste 100 fois moins de temps pour s'adapter, 100 fois moins de générations. Pratiquement aucune chance d'adaptation génétique si les espèces ne possèdent pas déjà le patrimoine génétique adéquat. Maman, on pourrait envisager de supprimer le brillant des neiges de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Mais tais-toi, tu vas encore m'énerver ton père. Autre question fondamentale pour réfléchir à ce que nous devons faire, pendant combien de temps le réchauffement va-t-il durer? Écoutons pour cela l'interview de Mathusalem le second en l'an 2066. Je me souviens, mon arrière-grand-père, vers l'an 2020, me disait, au début, on ne se rendait pas bien compte, 6 générations déjà, et ce n'est pas fini. Une fraction importante du CO2 émis demeure dans l'air pour des millénaires. Elle n'est supprimée que par les interactions avec les sédiments des océans. Or, les océans sont profonds et le CO2 n'atteint pas le plancher océanique du jour au lendemain. De plus, la réaction chimique de piégeage au fond des océans est une réaction lente. Il y a 10 ans, le GIEC représentait par ce schéma la quantité de CO2 restant dans l'atmosphère à la suite d'une impulsion d'émission, par exemple la quantité de CO2 émise par l'humanité durant une année. Nous croyons alors qu'il resterait de l'ordre de 40% de nos émissions dans 100 ans. Même si nous stoppions aujourd'hui totalement nos émissions, il resterait dans 500 ans plus de 20% du CO2 émis l'an passé. Depuis, de nouveaux modèles, plus précis, et plus nombreux surtout, montrent qu'il restera plutôt de l'ordre de la moitié dans 100 ans et de l'ordre de 25%, le quart, dans 1000 ans. Merci pour l'héritage. Contrairement à la plupart des autres gaz à effet de serre, le CO2 n'est pas détruit par des réactions chimiques dans l'atmosphère ou absorbé à la surface de la Terre, mais redistribué au sein des principaux réservoirs de carbone, atmosphère, océan, biosphère terrestre. Et ces redistributions impliquent de multiples échelles de temps pour les échanges entre et au sein de ces différents réservoirs. Nous allons le voir plus en détail, l'océan est de loin le plus efficace des puits de carbone. Malheureusement, l'absorption du CO2 par l'océan diminue avec l'élévation de sa température, et vous avez remarqué que sa température s'élève vite, et diminue avec sa concentration en CO2, la concentration en CO2 bien sûr qui augmente régulièrement. Bref, tout évolue dans le mauvais sens. Et l'océan ne peut que devenir de moins en moins efficace. Un autre phénomène peut retarder le retour à la normale, l'accumulation d'énergie dans les océans et, si je puis dire, dans la glace fondue. Ces mécanismes ne sont pas comptabilisés dans le précédent. Ce graphe montre la quantité d'énergie accumulée dans les océans depuis 1950. Ce sont des données du NOAA, nos océanographes préférés. Le contenu énergétique des 700 premiers mètres des océans s'est accru de 20 10 puissance 22 joules depuis les années 1990.
Alors, je suis physicien, mais des ordres de grandeur comme ça, j'arrive franchement pas à me représenter ce que c'est. Donc, on passe sur les calculs et on va regarder à quoi ça correspond. Eh bien, ça correspond en gros à 10 milliards de bombes d'Hiroshima dont nous avons stocké l'énergie dans les océans. En 30 ans, les océans ont absorbé 300 fois notre consommation annuelle mondiale d'énergie 2021. En gros, chaque année, nous stockons 10 fois plus d'énergie sous forme de chaleur dans les océans que nous ne consommons d'énergie au niveau mondial. 1 kWh consommé, 10 kWh stockés du fait de l'effet de serre. Les océans absorbent non seulement le CO2, on l'avait vu, mais aussi 94% de l'excès d'énergie dû à l'effet de serre. Un jour, lorsque la concentration en CO2 commencera à diminuer, l'atmosphère devra refroidir l'océan et recréer la glace de la banquise, la glace des glaciers. Cette chaleur latente de recristallisation de la glace réchauffera l'atmosphère avant que celle-ci puisse s'évacuer par radiation tout cet excès d'énergie vers le cosmos. Cette chaleur latente repoussera d'autant le retour à la normale. Charge alors aux générations futures de patienter le temps que cette énergie soit évacuée hors de notre atmosphère après que le CO2 aura été absorbé. Alors évidemment, tout cela suppose que nous restions dans le domaine connu. Et pourtant, il existe des évolutions qui pourraient provoquer des auto-emballements du réchauffement, des rétroactions, des points de bascule irrémédiables. Le premier d'entre eux, nous l'avons déjà évoqué, c'est la saturation de l'océan en CO2, ce qui réduirait les échanges atmosphère-océan, alors que les océans absorbent l'immense majorité du CO2 émis, et d'autant que la solubilité du CO2 dans l'eau diminue avec la température. Personne ne sait exactement où se situe le point de bascule. Le second effet est l'effet d'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant des surfaces terrestres. La glace renvoie vers le cosmos 60% de l'énergie arrivant sur Terre. La neige, 90%. Mais les océans ne renvoient que 5 à 10%, le reste étant absorbé. Les terres émergées non enneigées ou glacées renvoient de l'ordre de 30% en moyenne. Donc la fonte de la neige, et dans une moindre mesure de la glace, provoque une captation accrue d'énergie, donc un réchauffement accéléré des sols qui, par rétroaction, va accélérer la fonte. De même, la fonte de la banquise provoque le même effet d'auto-accélération du réchauffement. Il y a juste un facteur 10 entre l'énergie captée par l'eau de mer libre et l'eau de mer gelée et enneigée. On le voit sur l'image. Finalement, la diminution de l'albédo est une des causes du réchauffement de la moyenne montagne et de l'Arctique. Un autre facteur de rétroaction est le relargage du méthane par la fonte du pergélisol, du permafrost si vous préférez, et l'assèchement des tourbières qui pourraient, si nous n'y prenons garde, devenir émettrices nettes de carbone dans les années futures. Et puis, il y a l'effet des incendies de forêt. En 2021, les incendies ont relargué 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit 5,3% des émissions totales de CO2. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, le transport aérien plus tout le transport maritime mondial sont responsables de 5,6% de nos émissions. De plus, les zones incendiées ne captent plus ou vraiment très peu de carbone, et ceci pendant des années, et ralentissent donc le piégeage terrestre du CO2. C'est la double peine. 180 000 km² ont brûlé au Canada en 2023, soit un rectangle de 1000 km de large par 180 de long, ce qui représente une émission de 473 mégatonnes de carbone. L'Amazonie et les forêts tempérées pourraient devenir, si ce n'est pas déjà le cas, émettrices nettes de CO2 et demain peut-être les tourbières si elles s'assèchent.
Bon, on a compris. C'est promis, le monde d'après ne ressemblera plus jamais au monde d'avant. Vous vous souvenez, c'est pas si vieux. En tout cas, pas 1000 ans. Le graphe, publié par l'Agence internationale de l'énergie, montre l'évolution des rejets de CO2 dans l'atmosphère par les activités liées à la combustion des ressources fossiles et aux rejets industriels. Par exemple, la fabrication des bétons est fortement émettrice de CO2, vous le savez. Incendies de forêt, déforestation, pergélisol ne sont pas comptabilisés ici. L'effet Covid, avec un énorme ralentissement pendant 1 an des échanges internationaux et des productions nationales, vous vous souvenez, a provoqué un petit dégrochement de nos rejets qu'on voit ici vers la flèche. Puis, les années 2021 et 2022 ont constitué des records absolus de rejets. Alors, si les rejets annuels augmentent, et comme ils excèdent de beaucoup la capacité annuelle de la Terre à absorber le CO2, alors la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. C'est le graphe du NOAA. Aucune rupture de pente dans l'évolution n'est perceptible. No comment. Nos rejets annuels excèdent de beaucoup la capacité des océans et de la biomasse à capter le CO2, et leur capacité risque de diminuer dans le temps. Et le constat est encore plus inquiétant pour les concentrations de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre aux conséquences climatiques à moyen terme pires que le CO2. À ce jour, nous n'avons pas trouvé d'article scientifique expliquant l'envolée exponentielle de cette concentration. Espérons que ce ne soient pas les prémices d'un emballement, incendie de forêt, tourbière, pergélisol. Même constat pour le dioxyde d'azote, un autre puissant gaz à effet de serre. Nous constatons une courbe d'évolution identique, c'est-à-dire une tendance à l'accélération de la concentration. Et malheureusement, la corrélation entre le réchauffement et la concentration de CO2 est sans appel. Et il s'agit bien là de la température du globe au sens du GIEC, pas celle de Clermont-Ferrand, Tunis ou Gresham. Et voisine, tu as vu la tienne de paille que tu as dans l'œil et en plastique? Ah ben bravo! Oui, mais moi au moins, j'ai mis mon glaçon à fondre dans la Méditerranée. Un geste contre les canicules océaniques, moi, monsieur. Rechercher une solution pour s'adapter à la cause première. Rechercher des solutions pour s'adapter globalement, type géo-engineering. Rechercher des solutions locales pour limiter les dégâts localement. S'activer dans tous les sens pour lutter contre l'éco-anxiété. Conseil de psy, si, souvent entendu. Pourquoi pas? Mais a-t-on un début de réflexion non strictement anthropocentrique? Et si on mettait les intérêts de la faune et de la flore au centre de nos préoccupations? Voilà, merci de votre attention et eh bien, on pourra dorénavant répondre aux questions. Oui, vas-y François. Ouais, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Bonjour Jean-Michel et Isabelle. Salut. Ouais, peut-être que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on est un peu plombé quand même. Parce que ce que tu nous as montré, c'est quand même... c'est vrai que c'est des chiffres qui sont bien supérieurs à ce qu'on lit dans les médias. Et donc, j'ai pas de questions en particulier, mais je suis content d'avoir compris les différentes manières de calculer tout ça. Hein, et ta remise à niveau là, des données est super intéressante. Et c'est un ressenti qu'on a, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que 1,5 degré et tout, bon, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et donc, c'est clair, on est à plus du double, en particulier dans nos régions. Hein. Alors moi, ça m'intéresse parce qu'avec l'âge, grimper en haut du Sancy, c'est compliqué. Si le Sancy baisse en altitude, c'est vachement pratique. Ah ouais, je comprends, effectivement. Je comprends.
Oui, effectivement, moi je critique absolument pas ce que nous raconte Météo France. Tout ce qu'ils nous disent, c'est absolument exact, sauf qu'ils nous disent très très rarement, et surtout les journalistes en deuxième, troisième, quatrième main, ils ont complètement oublié d'où viennent les chiffres, quoi. Et ça, c'est vraiment problématique. Quand on entend notre ministre de l'Environnement nous expliquer qu'il va falloir s'habituer à plus 4 degrés, qu'on fait à Robéchu il y a 3-4 jours, on se demande s'il sait de quoi il parle quand il parle de 4 degrés. Je pense qu'en fait, il fait référence à une élévation de la température au sens du GIEC de 4 degrés. Sinon, 4 degrés, on y est pratiquement déjà. Donc, oui, effectivement, on a intérêt à s'y habituer. Est-ce que quelqu'un est choqué par la méthodologie? Robert a une question. Vas-y, Robert. Ouais. Oui, bonjour. Merci au Favreau, c'est très intéressant. Pendant la discussion, j'ai recherché une donnée qui est utilisée autrefois par les prévisionnistes, parce qu'ils faisaient ça à la main. Maintenant, c'est les modèles, c'est peut-être plus simple pour eux. C'est ce qu'on appelait le front intertropical. Cette bête, ça limite les zones entre les zones, disons, tempérées et les zones intertropicales, que ce soit au nord ou au sud. Et là, je m'aperçois que le front intertropical, il se trouve pratiquement aux portes de la Suède et de la Norvège. Alors qu'avant, ça n'existait pas, même maintenant. Alors ça, c'est intéressant, l'exposition de toutes ces données, mais c'est très statique. Par exemple, le réchauffement qu'on a eu en septembre, c'est de la dynamique, puisqu'en fait, c'est lié à des bulles d'air chaud qui sont restées sur la France, l'Europe du Sud, etc. Ça veut dire que on ne sait pas encore chiffrer l'emballement du réchauffement avec toutes ces données dynamiques. Moi, j'ai jamais vu expliquer ça. Et même sur le moyen terme passé, par exemple dans les 5 ou les 10 dernières années, il n'y a pas d'explication pour moi valable par rapport à toute cette dynamique, parce que le front intertropical, c'est surtout sur la Méditerranée. Mais côté Amérique, je connais pas bien le truc, mais ça doit bien ressembler aussi. Et c'est vrai que s'il y a des dérèglements aussi importants, que les zones intertropicales et les zones modérées changent nettement de latitude, ça pose problème. Oui, alors j'ai peut-être un début d'explication, si tu veux. En fait, entre les zones tempérées et les zones arctiques, il y a ce qu'on appelle le jet stream. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait relativement peu d'interpénétration entre l'air froid de l'Arctique et l'air tempéré de nos latitudes. Mais il se trouve qu'en fait, ce qui stabilise le jet stream, c'est justement la différence de température. Or, comme on l'a vu, la plupart, les zones de l'Arctique sont en train de se réchauffer beaucoup plus vite que tous les océans, ce qui fait qu'en fait, cet effet de stabilisation du jet stream est en train de s'affaiblir. Et ce que tu constates est bien une réalité, c'est-à-dire que les bulles d'air froid descendent de plus en plus profond en direction de l'Europe et finissent par faire des gouttes froides. Et au contraire, les bulles d'air chaud remontent de plus en plus haut dans l'Arctique, tout simplement parce que le jet stream est en train de s'affaiblir et de jouer de moins en moins son rôle de stabilisateur et de séparateur finalement des deux masses d'air. Alors, on se trouve des fois avec, je pense que vous avez vu, des formes en oméga absolument invraisemblables où on voit une bulle d'air chaud au-dessus de la France qui est complètement isolée avec deux pointes d'air froid de chaque côté. Évidemment, ces conflits d'air chaud et d'air froid, ça provoque des changements de température très rapides, mais aussi ce qu'on a constaté, c'est-à-dire des périodes de sécheresse très longues à des endroits, suivies par des pluies absolument déluviennes, dès lors que le front chaud ou le front froid se déplace des fois de 100 km seulement. Et voilà. Et en fait,
finalement, ce que tu observes, cette espèce d'instabilité, c'est bien une des traductions concrètes du réchauffement climatique et en particulier du réchauffement de l'Arctique. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est un peu difficile à expliquer comme ça. Attendez voir. Est-ce que... Une petite seconde. Est-ce que j'ai ça dans mes jokers? Non, je n'avais pas anticipé cette question. Désolé. Le groupe Histoire, allez-y. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Jean-François, Jean-Michel, pardon. Oui, bon, j'ai trouvé l'exposé très intéressant et très cohérent, mais malgré tout, je me dis, est-ce que tu as confronté ton analyse avec des climatologues? Parce qu'en fait, je me dis qu'il y a peut-être une petite bête qui se cache dans l'analyse et peut-être qu'il y a une erreur qui pourrait biaiser les résultats. Alors, voilà, c'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout trouvé, hein, et je pense qu'effectivement, je fais la même analyse que toi quand je vois les chiffres, mais je me dis que s'il n'y a pas ce même discours, y compris du GIEC, bon, même s'ils sont quand même plus alarmants que les sources de Météo France, est-ce que, voilà, tout simplement, tu as pu faire comparer ton analyse avec des gens dont c'est aussi le métier et qui peuvent du coup peut-être avoir des modérateurs dans l'analyse? Ouais. Merci de ta question. Donc, attends, excuse-moi, je remets voilà. Tac. Alors, en fait, pour être très franc, la première fois que j'ai trouvé ça, j'étais absolument, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu as fait une erreur monumentale. Et puis, j'ai exposé ça déjà il y a 2-3 ans au conservatoire. Et à l'époque, la variation était déjà bien moins importante qu'aujourd'hui. Et je me suis posé ces questions. Alors, en réalité, non, je n'ai pas montré ce diaporama. J'aimerais bien le confronter avec, comment s'appelle, Martin Delmotte. C'est pas Martin Delmotte, c'est... bref, notre climatologue distingué qui représente la France au GIEC pour essayer de voir s'il y a une différence d'interprétation. En fait, il faut quand même bien voir qu'il y a eu un phénomène tout à fait exceptionnel en 2022. Vous voyez, qu'on soit en Suisse, qu'on soit à Aurillac, qu'on soit n'importe où en Europe de l'Ouest, il y a eu un bond des températures en 2022. Qui, comme je l'ai expliqué, me semble être corrélé avec les incendies océaniques et les incendies méditerranéens, enfin les incendies, les canicules océaniques et les canicules méditerranéennes. Alors, moi, j'aimerais bien confronter effectivement avec d'autres gens. La seule chose, si tu veux, qui me conforte, c'est que finalement, on trouve exactement la même chose en Suisse qu'à Lyon. Donc, ce n'est pas dépendant des données de Météo France. Les données suisses n'ont rien à voir, si tu veux. Et donc, ça me conforte. Mais effectivement, si vous avez des connaissances de gens qui sont climatologues, ça m'intéresse de confronter. Mais attention, il faut être bien clair. Hein. Ce qu'on fait ici, c'est bien la différence entre le point final non lissé et le point initial. Ça ferait bondir un climatologue. Un climatologue, il va te dire « Oh, mais ça ne veut rien dire, il faut faire une moyenne sur 30 ans. » Le problème, c'est que si tu fais une moyenne sur 30 ans, c'est très bien lorsque le climat évolue très peu, mais lorsque le climat monte en flèche, une moyenne sur 30 ans, ça n'a pas de sens. Et comme je te l'ai montré, Météo France au Mont Igual dit strictement la même chose que ce que je raconte. Strictement la même chose. Donc, au Mont Igual, je suppose quand même, c'est Météo France, hein, donc ils doivent avoir, voilà, hein, c'est cette diapo-là. Voilà, c'est très clair, tu vois. Ils disent plus 3,5 degrés depuis 61 à 90, et là, je suis certain, il y a de l'ordre de plus 0,3 degrés entre l'ère pré-industrielle et ça, donc ça fait plus 3,8 degrés. Tu vois qu'on on est tout à fait cohérent.
et ils nous disent plus 2,7 degrés au niveau national. Simplement, c'est toute une question de la façon dont tu considères les choses. Moi, je considère les choses finalement comme un potentiel qui a été atteint en 2022. L'avenir nous dira si 2022 était une année totalement exceptionnelle. Hein. Peut-être qu'effectivement, on va constater que la température redescend violemment en 2023 ou 2024. En tout cas, pour 2023, c'est raté. Hein. Là, on est en train d'exploser les compteurs. Alors, sauf si le mois de novembre et décembre étaient vraiment exceptionnellement froids, ce qui n'a pas l'air d'être dans les prévisions long terme de Météo France, on risque bien d'avoir au niveau français au moins la même chose qu'en 2022. Et au niveau mondial, il est extrêmement clair que ce soit NOAA ou Copernicus, ils prévoient un bond en avance, si je puis dire, du réchauffement climatique, puisqu'ils s'interrogent en ce moment pour savoir si on va dépasser pour la première fois ou atteindre pour la première fois les 1,5 degrés de réchauffement, au sens du GIEC, hein. C'est-à-dire pour l'ensemble du globe, océans et terres émergées comprises. Bon, ça ferait vraiment beaucoup. Bon, a priori, Copernicus, aux dernières nouvelles, il pense plutôt 1,5 degré. Donc, tu vois, 1,4 degré, pardon. Pour avoir les terres émergées seules, on l'a vu, il faut pratiquement multiplier par 2. Donc, ça ferait peut-être 2,6, 2,7 pour l'ensemble des terres émergées mondiales. Et l'Europe se réchauffe beaucoup plus vite. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas montré, mais beaucoup plus vite que le reste du globe. Ça, je ne sais pas l'expliquer. C'est probablement justement au phénomène que Robert a suggéré, là, donc toutes ces histoires de stabilité ou d'instabilité du jet stream. Voilà, donc non, moi je ne veux pas du tout dire que j'ai raison et que les autres sont torts ou sont des imbéciles, hein, ce n'est pas du tout mon propos. C'était pas non plus ma question. Ah pardon, j'ai pas compris. Non, mais ma question c'était est-ce que par tes analyses tu amplifies pas je veux dire, légèrement quand même le phénomène qui malgré tout reste très très préoccupant. Enfin moi je ne doute pas du tout de l'impact du réchauffement climatique qu'on perçoit tout le temps. Mais c'était est-ce que parce qu'en fait c'est vrai que les calculs mathématiques seuls peuvent biaiser l'analyse et nous amener dans des amplifications. Mon sens était un petit peu là, c'est-à-dire, est-ce qu'on est aussi loin dans l'augmentation du climat ou est-ce que malgré tout, on est un petit peu moins ce qui n'empêche pas qu'il faut faire beaucoup de choses parce que ce que tu montres là a des conséquences, va avoir des conséquences énormes dans les 20 ans qui viennent. Voilà, mais si le thermomètre monte un peu moins haut, les conséquences seraient un peu moins fortes. Et voilà, c'est pour ça que certifier l'analyse me semble intéressante. Mais je ne remets pas du tout en doute, bien sûr, ce que tu as présenté, qui me semble limpide. Non, mais si tu veux, je n'ai pas forcément de réponse toute faite, si ce n'est qui vivra verra, quoi. Hein. Et c'est triste d'en être là. Mais les 2 années prochaines nous dirons finalement si on est toujours sur la trajectoire de plus 1,2 degré par décennie ou si on redescend à plus 0,7 degré par décennie. Mais même si on était à plus 0,7 degré par décennie, ce qui est la moyenne quand même sur 20 ans, hein, ça commence à peser lourd, hein, ça veut dire que voilà, qu'à l'Égual, il y a la possibilité d'atteindre 4,5 degrés dans 10 ans, tu vois, en pointe annuelle. Ça ne veut pas dire que tous les ans, on aura 4,5 degrés, mais bon, à la limite, ce qui m'inquiète le plus, c'est, enfin, déjà, les valeurs obtenues aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup. Mais ce qui m'inquiète, c'est la dynamique, quoi. C'est-à-dire cette valeur décennale de réchauffement, ça va hyper vite.
Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein. Hier, on a eu des communiqués de l'OPEP, par exemple, assez enthousiasmant. Il prévoit plus 20% de consommation de pétrole d'ici 2040. Alors, non seulement ça ne diminue pas, mais il prévoit une augmentation de la consommation de pétrole et plus 40% pour le gaz. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt de voir la courbe de la concentration de CO2 s'infléchir. Et ça veut dire que on va continuer au mieux avec cette pente et peut-être même avec une accélération de la pente si par malheur pour nous, il y a des effets d'auto-emballement, des effets d'instabilité, des points de bascule qui apparaissent, quoi. Par point de bascule, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on ne maîtrise absolument plus rien. C'est-à-dire que le système échappe à toute boucle de rétroaction. Il n'y a plus de stabilisation possible. Et entre nous, je ne suis pas le seul à le dire. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que dit Jean Jouzel, qui est quand même l'ancien président du SOC, dans son débat historique avec M. Pouyanné. On sent bien que l'homme est un peu dépité, quoi, pour ne pas dire désespéré. Voilà, alors je suis désolé, je ne vous passe pas un message très, très optimiste. Hein. Pour moi mon objectif, ce n'est pas qu'on soit optimiste ou pessimiste. À la limite, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est qu'on arrive à bien percevoir là où on en est, là où on risque d'aller, et que nous, naturalistes, on arrive à se faire une sorte d'image mentale, une projection de ce que ça peut conduire pour la faune et pour la flore, quoi. Enfin, personnellement, c'est ça qui me gêne. À la limite, comme dirait l'autre, s'il fait plus 3,5 degrés, je paye moins cher de chauffage, voilà. Bon, si on en reste là dans l'analyse, pour nous, c'est évidemment dramatique. Donc, la projection, vous l'avez compris, que je fais là sur l'enfoncement des montagnes, évidemment, c'est aberrant. Enfin, c'est pas comme ça. On aura forcément quelque chose d'un peu hybride entre des équivalents de glissement vers le sud et des équivalents de remontée des isothermes. Je pense que la bonne façon, j'avais commencé à le faire, ça serait de se dire, je prends le sommet du Sancy, j'essaye de voir à 750 km au sud, dans les Pyrénées ou dans les Sierra de Gredos au-dessus de Madrid, quels sont les paysages auxquels ça correspond. Et quand je fais ça, je me dis, on est dans un autre monde. On est vraiment dans un autre monde. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Donc, merci de ta remarque, hein, c'est tout à fait exact. Il faudrait qu'on discute ça avec des climatologues. C'est vrai que je suis probablement ici le plus... Enfin, c'est pas pessimiste, j'aime pas le terme pessimiste parce que là, je ne mets pas de pessimisme ou d'optimisme. Je fais les représentations qui sont probablement les plus ennuyeuses pour les conséquences qu'on peut anticiper, quoi. Clairement. Mais j'assume. En tout cas, merci beaucoup de ta réponse. Il est 20h28, donc si plus personne ne souhaite intervenir, dans ce cas-là, on vous remercie. Vous avez été une... Ah, si, yeah. Vas-y, Jean-Christophe. Oui, je voulais juste te dire, effectivement, on attend la suite, parce que là, c'est que la première phase de l'analyse. Derrière, ce qui va être important, c'est, comme tu le disais, Jean-Michel, c'est quelle projection on fait sur la faune et sur la flore, et comment on doit orienter notre action de l'association pour que les effets soient les moins pénalisants pour notre nature, parce qu'en fait, derrière, et c'est vrai que là, je vois autour de moi, dans le livre à doigts, comment évolue la forêt, c'est assez époustouflant, quoi, avec des sapins, des Douglas qui sont en train de crever, et alors que, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, tout semblait très, très
en état encore, quoi. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est comment on doit travailler pour effectivement pouvoir proposer des solutions qui ne sont pas des alternatives, mais qui sont en tout cas des moyens de cautériser au mieux les plaies. Ouais, ouais. Si tu veux, moi j'habite un peu en dessous de toi, là, presque à la lisière de la forêt de la Comté. Ce qu'on a observé mi-septembre était vraiment hyper inquiétant. C'est-à-dire qu'alors qu'il n'y avait pas eu de gelée, tu avais sur toute la face sud-ouest des bois de la Comté, tu avais pratiquement 150 mètres d'altitude d'arbres complètement jaunis. C'est-à-dire que sur les crêtes, en particulier sur des crêtes très sèches, puisque c'est des débris basaltiques, des éboulis basaltiques, ben, les frênes, les ormes, pardon, pas les ormes, les charmes étaient en train de souffrir vraiment terriblement. Et moi, si tu veux, ça m'amène à une réflexion. C'est vrai qu'il y a, alors c'est des réflexions d'anciens combattants, mais il y a 35-40 ans, on était tous en train de dire, ouh là là, il faut absolument maintenir des tas de milieux ouverts. Ma terreur à moi, c'est que des milieux ouverts, on en est beaucoup dans les années à venir. Isabelle vous l'a dit, là, le parc national de Dadia, un des plus beaux parcs nationaux de Grèce, a entièrement brûlé, mais entièrement. Il n'y a plus rien, quoi. Alors, bien sûr, il y a une flore, comment dire, de petite taille, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots, qui va repousser, comme ça fait toujours dans les forêts méditerranéennes, comme premier stade de recolonisation. Mais c'était des forêts matures de pins qui avaient 200, 300 ans. Et il n'y a plus rien. Et en Espagne aussi, il y a une régression extrêmement importante de la forêt, en plus de ce que tu soulignes, c'est-à-dire un recul possible, même pas par les incendies, par le seul dépérissement des arbres. Quand chaque fois, là, bon, je balance un truc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'avoue que honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à réfléchir à cette chose-là, si ce n'est que je me dis que finalement, la nature, elle a déjà subi des tas de catastrophes en tout genre, etc. Et que finalement, elle a réussi à se relever et que la sélection naturelle, finalement, c'est un processus quand même très dur, mais absolument merveilleux, parce que tôt ou tard, ça finit quand même par sélectionner les espèces les mieux adaptées. Et donc, de temps en temps, je me dis, allez, après tout, est-ce qu'il ne faut pas laisser faire la nature, la laisser s'adapter? Alors, ça veut dire qu'il y aura des morts sur la route, parce que toutes les espèces ne vont pas pouvoir migrer vers le nord ou en altitude à la même vitesse. Donc, forcément, il va y avoir des laissés pour compte lors de ces migrations. Mais je me dis, si on essaye de s'opposer, d'essayer d'intervenir artificiellement, on va planter une espèce et puis on va constater, enfin pas nous, mais en tout cas pas moi, on va constater dans 30 ans que finalement, cette espèce, elle était déjà plus adaptée, etc. Tu vois. Donc, honnêtement, bon, j'ai des voisins forestiers, les mecs, ils se tirent enfin voilà, ils se font des cheveux blancs tous les jours, quoi. Ils savent vraiment plus ils savent plus où ils habitent, hein. Donc, comme toi, ils constatent ce qui se passe dans le Livradois, et puis ce qui se passe dans le Livradois, dans les Vosges, c'est encore pire. C'est une vraie catastrophe. Donc, oui, il est en train de se passer des choses bizarres. Ces choses bizarres, elles sont clairement, bon, je pense qu'entre nous, personne n'en doute, liées au réchauffement. Et c'est vrai que si le réchauffement était de 1,5 degré, honnêtement, je ne pense pas qu'on constate ce qu'on constate aujourd'hui, hein. Alors peut-être qu'avec 3,5, je mets la barre un peu haut, mais bon, voilà, c'est pas optimiste, mais que ça nous incite à réfléchir chacun dans notre coin. C'est un sujet vachement difficile. Je pense d'ailleurs que jamais les naturalistes ont été confrontés à un sujet aussi difficile, où on ne sait plus trop quoi faire, où nos méthodes de gestion traditionnelles,
qui était finalement basé sur qu'est-ce que je dois faire pour maintenir au mieux les espèces en place, voire leur permettre de prospérer légèrement. Ce schéma-là, ce mode de réflexion, j'ai bien peur qu'il soit en grande partie obsolète, dépassé, parce que la vitesse du réchauffement nous dépasse totalement, quoi. C'est compliqué, et puis en plus, on ne nous aide pas forcément beaucoup par les décisions globales. Voilà. Bon. Bon, un grand merci à vous tous. Vous avez été environ une trentaine à participer à cette conférence en ligne. Merci à Jean-Michel et à Isabelle pour leur présentation. Voilà. Un petit commentaire qui nous dit que c'était très clair, parfait et très documenté. Voilà, et qui vous remercie. Voilà. Merci. Donc, voilà. Et donc, voilà, donc il y aura d'autres, des petits applaudissements, des petits pouces levés. Donc, voilà, donc voilà, ça a été apprécié. Vous pouvez retrouver tous nos replays Jeudi Nature sur notre chaîne YouTube LPO Auvergne. Et le replay de celui-là sera mis dans quelques semaines, environ un mois, voilà. Et vous pouvez aussi retrouver notre dernier Jeudi Nature qui fait le lien avec celui-là, qui est donc que planter avec le changement climatique. Voilà, qui lui est déjà en ligne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci, au revoir. bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Salut tous. Salut. Je vais fermer.